C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Quelle Comédie, l'émission consacrée à l'actualité de la comédie française. Je suis Béline Delat. Bonsoir Arthur Lenoir. Voilà, chaque semaine Arthur filme et répond à vos commentaires. Ce soir dans Quelle Comédie, il sera question de l'activité de la comédie française hors les murs. Il y a l'éco-production Comédie Française, France Télévisions, France Culture. Il y a des objets hybrides. Nous parlions de Guermantes, de Christophe Honoré. La semaine dernière, à cette même table, il sera bientôt question d'Angels in America, d'Arnaud Desplechin, mais il y a aussi les tournées, les captations, les diffusions en direct. Aujourd'hui, lorsque l'on vit à Bordeaux, à Toulouse, à Lille, que sais-je encore, on peut assister à une pièce du français en direct. Voilà, pour discuter de tout cela, je reçois ce soir deux habitués et un invité inédit, Guillaume Gallienne, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie des habitués, merci de votre fidélité. C'est une joie de vous recevoir à cette table. Éric Ruff, bonsoir. Bonsoir Béline. Monsieur l'administrateur général, vous êtes également un habitué, vous connaissez bien l'exercice. Enfin, bonsoir Olivier Giel. Bonsoir. Alors, c'est une première pour vous. Bienvenue à Quelle Comédie. Commençons par vous, Olivier Giel, parce que votre parcours, votre CV est assez singulier pour être ici rappelé. Vous êtes entré à la Comédie Française, j'ai vérifié auprès de vous avant de commencer, il y a 49 ans. Voilà, alors que vous étiez, je ne sais pas, un enfant, un tout jeune homme en tout cas. Vous avez été successivement dans les Langes. Vous avez été successivement, j'aime beaucoup celui-là, vous m'expliquerez ensuite, chef du contrôle, attaché de presse, secrétaire général adjoint en charge de la communication et depuis 1987, vous êtes délégué général des productions extérieures. Avant de nous expliquer ce que cela induit, qu'est-ce que c'est que le chef du contrôle à la Comédie Française, Olivier Giel ? Ça s'appelle aujourd'hui chef du protocole. Chef du protocole. C'est ça, mais de mon temps, ça s'appelait chef du contrôle. Chef du contrôle, c'est l'homme qui est dans la boîte à sel et qui accueille... La boîte à sel, c'est quoi ? La boîte à sel, c'est le contrôle, la banque d'accueil du théâtre. Ça s'appelle une boîte à sel parce que les contrôleurs, à l'époque, les gens d'accueil, avaient des selles pour des selles à respirer, pour se réveiller ou quand il y avait des évanouissements ou des malaises. Les gens qui se pâmaient. Voilà, parce que des acteurs jouaient trop bien et les troublaient énormément. Et c'est pour ça que ça s'appelle dans les trop mal, c'est ça qui se dit. C'est pour ça que ça s'appelle une boîte à sel. Et donc vous étiez dans la boîte à sel. J'étais dans la boîte à sel. Les entrées. Exactement. Les invitations. Les invitations, les invitations et les recettes. Je calculais les recettes que je donnais aux représentants de la Société des auteurs qui venaient à l'époque réceptionner chaque soir les recettes de la Comédie Française. Et on avait encore, à l'époque, moi j'ai connu pendant une dizaine d'années, les gardes républicains qui étaient dans la salle et qui accueillaient le public. C'était une espèce... Ils accueillaient ou ils assuraient la sécurité ? Ils assuraient la sécurité tout en accueillant le public. Alors, c'était votre activité a un peu changé. Mon activité a changé. Légèrement. À l'époque, j'étais étudiant et je venais le soir, c'est-à-dire que la journée, j'étais en jean, en pull et en jean, et le soir, je mettais mon smoking pour accueillir. J'avais déjà une double vie. Vous mettiez votre smoking, vous vous rendez compte du délire ? Mais oui. Smoking. Et ils continuent aujourd'hui. Oui. Et ils ont encore, et je ne sais pas s'ils sont soirs. Ils sont en noir, ils sont des gens en noir. Jean-Christophe Elif est en soir. Ouais, voilà. Alors aujourd'hui, ça s'appelle chef du protocole, donc j'ai fait ça quelques années à la Comédie Française avant d'intégrer ce bureau pour être attaché de presse quand Jacques Toja était nommé administrateur de la Comédie Française. J'ai eu 10 administrateurs, voilà le 10e. Et j'étais sûr. Il y a rien d'Angleterre avec ses premiers ministres. Oui, c'est vrai. Les uns après les autres, vous avez mis les plaques au mur. Exactement. Exactement. Alors aujourd'hui, que faites-vous, Olivier Giel ? Une activité tout à fait complètement différente. Mais je suis né dans le théâtre. Hein. J'ai aucun mérite parce que je suis un véritable enfant de la balle. Vous êtes enfant d'artiste. Je n'ai jamais pris la balle. Mais je suis enfant d'artiste. Toute ma famille était dans le théâtre, donc je connais bien, très très bien ce milieu. C'est mon biotope.
le théâtre. Donc, Et il connaît bien les acteurs. et je connais bien les Et leurs égos, et leurs petits bobos, et tout C'est pas ça. forcément. Et ouais, il nous connaît bien. Ouais, Voilà. c'est très agréable. Donc, j'ai pris effectivement la délégation des productions extérieures et de la diffusion, c'est-à-dire les tournées audiovisuelles, en 86. C'était l'arrivée de Jean Le Poulain. Et je venais de travailler à la presse avec Jean-Pierre Vincent, avec l'équipe de Jean-Pierre Vincent et Jean Rivière, qui était secrétaire général. Et là, je me suis dit, c'est bien, j'ai fait mon temps, je vais aller voir du côté de la diffusion des spectacles, parce que j'avais déjà le goût des voyages. Alors aujourd'hui, vous êtes responsable de toutes les productions hors les murs. Tout ce qui rayonne, c'est l'article 2 des statuts de la Comédie Française. Tout ce qui rayonne. La Comédie Française doit rayonner. Tout Sur ce qui le rayonne territoire. au-delà des acteurs. Et voilà, attention. Attention. Non, mais c'est très important parce que c'est notre mission nationale. On n'est pas juste pour Paris et les Parisiens. Donc c'est extrêmement important et moi, ça me tient énormément à cœur, par exemple. National et Production hors les murs et tout ce qui est diffusé, on peut considérer que c'est pas forcément d'ailleurs des productions hors les murs, il y a des choses qui sont filmées ici et qui sont diffusées. Absolument. De tout cela. Toutes les radios, Effectivement, les radios aussi, vous n'avez pas parlé aux France. J'ai parlé de France Culture en Voilà, introduction. France Culture, pardon, excusez-moi. Et donc France Culture, les radios. Donc il y a un partenariat annuel avec France Culture. Ah oui, qui est le plus ancien, avec Radio France, qui est le plus ancien. Il a 60 ans ce partenariat, avant même que Radio France ait été créé. C'était l'ORTF à l'époque. Et donc, on a ce partenariat avec France Culture, mais aussi France Inter, France Musique. Que faites-vous avec ces radios? Alors, vous faites des fictions? Alors, France Culture a un grand département en fiction, qui est très important, qui est dirigé par Blandine Masson. France Musique, on fait des émissions plus musicales, mais par exemple, là, on vient de faire un objet original qui s'appelle une expo podcast, c'est-à-dire avec le Centre de musique des arts baroques de Versailles et France Musique, nous avons enregistré un feuilleton, 6 épisodes, un feuilleton sur Molière et la musique. Beauchamp, Lully, Charpentier, et ça s'appelle une expo. Donc vous podcast. croisez en gros les savoir-faire de la troupe et ceux de l'orchestre de Radio France, c'est ça? Alors oui, Tintin par exemple, on a fait un épisode, on a fait 5 épisodes de Tintin, 5 albums de Tintin, on l'a fait avec l'orchestre de Radio France. Voilà, pour France Culture. Éric et Guillaume, lorsque vous êtes arrivés dans la troupe, donc respectivement, j'ai vérifié, en 93 et en 98, Olivier était là. C'est arrivé en 98. Oui, en fait, je suis rentré, parce que je suis rentré plus tôt, mais j'étais élève stagiaire, c'est pour ça. Oui, alors je n'ai pas noté la période stagiaire. Oui, mais c'est pour ça. Bien sûr que Olivier, oui, on connaît depuis toujours. Est-ce que dans ce... au-delà de l'amitié que vous lui portez, dans le fait d'avoir à vos côtés quelqu'un qui, comme Olivier, peut témoigner de ce qu'a été la Comédie Française bien avant votre arrivée et participe en même temps à ce qu'elle est aujourd'hui et à son rayonnement, donc à ce qu'elle sera demain, puisque l'idée est quand même de perdurer. Est-ce que ça fait partie des singularités de la maison? C'est-à-dire, ici plus qu'ailleurs, c'est important de préserver un continuum, de l'incarner, d'avoir des gens qui étaient là, qui sont là et qui assurent la suite? Question qui m'a l'air compliquée. Non, c'est l'administrateur. Voilà. La continuité et les forces vives arrivant de l'extérieur, c'est toujours, quand il s'agit de continuer des missions, de faire des services, c'est toujours une hésitation entre les deux. Le continuum, on en a besoin. Il y a des acteurs dans cette maison dont les loges sont fréquentées parce qu'on toque à cette porte-là lorsqu'on a un problème sur un alexandrin, lorsqu'il y a quelque chose d'une grammaire qui nous échappe. Et puis, il y a... Alors, il n'a pas une loge, il a un bureau, mais Olivier, on peut le consulter sur l'ensemble de la mémoire de cette maison. S'il y a quelqu'un qu'on peut interroger là-dessus, c'est Olivier. Et d'ailleurs, lorsque j'ai, moi,
voulu présider les destins de cette maison. Lorsque j'ai fait un dossier de candidature, j'en ai beaucoup parlé avec Olivier parce qu'il y avait des choses sur lesquelles je m'interrogeais. Je disais, mais Olivier saura ce qui a déjà été fait, ce pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, etc. Donc là, le continuum, il est très important. Et Olivier, je ne sais pas, mais il est le vrai doyen de cette maison. Là, pour le coup, 50 ans. Et puis, très intéressant. Presque 50 ans. Et ce qui est très... Quand il dit qu'il a pris tout ce qui fait des départements, des activités extérieures de cette maison en 86, Dieu sait que entre 86 et 2021, ça a tellement changé. Donc le continuum est bouleversé incessamment par des projets nouveaux, par des techniques nouvelles, par des attentes nouvelles, par des missions des problèmes d'ego nouveaux. Alors parlons des tournées, puisque vous êtes aussi en charge des tournées, Olivier. Ça fait partie de l'activité hors les murs. Guillaume Gallienne, vous êtes actuellement en tournée. Oui. Avec votre Singulis, François le Saint-Jongleur de Dario Fo, mise en scène par la doyenne Claude Mathieu. De Versailles à Lausanne, j'ai vu, vous avez des jolies villes, Versailles à Lausanne, Monaco, Bordeaux, Toulouse, Antibes, Épernay, Saint-Malo, Deauville, Sénart, voilà. Suresnes. Depuis fin septembre et jusqu'en janvier 2022. Oui. Comment se décide un programme de tournée ? Est-ce que c'est en fonction d'un spectacle ? Est-ce que c'est en fonction des disponibilités d'un acteur ? Au préalable, je dois dire que la plus grande difficulté d'Olivier, c'est qu'étant chargé de l'extérieur, il doit faire avec tout le travail à l'intérieur. Oui. Voilà. Donc on sait que l'organisation ici et l'emploi du temps des acteurs, de la troupe, c'est un Tetris. Exactement. C'est ce qui est le plus compliqué. Je pourrais, c'est ce que je dis souvent à Eric et à mes autres administrateurs, on pourrait tourner 6 à 10 mois dans l'année, facilement, très très facilement, tellement la comédie française est demandée. Le problème, c'est que nous faisons rare, parce qu'effectivement, les acteurs ne sont pas disponibles. Une distribution en dehors des Singulis que nous proposons en tournée, c'est 10 acteurs en moyenne. Une pièce de Molière, 10 acteurs. Quand vous retirez 10 acteurs du groupe des 60 acteurs, dans l'alternance, où vous avez plus de 850 représentations par saison, une trentaine de productions différentes sur 3 salles, plus les tournées qui est la 4e salle, ça devient compliqué. Donc je discute avec l'administrateur, c'est l'administrateur qui fait la programmation des tournées également, et nous discutons pour essayer de trouver un équilibre. Et on essaye chaque année de trouver peut-être une pièce classique, une pièce moderne, et des Singulis. Parce que les Singulis peuvent aller dans des lieux où des spectacles comme le Malade imaginaire, comme le Bourgeois gentilhomme, comme 7 minutes, ne peuvent pas aller. Le Bifurcal et tout ça. Donc à Singulis, on peut toucher d'autres salles, et puis les grands spectacles, les grosses productions à scénographie importante, on va dans des villes, on reste un peu plus longtemps dans chacune des villes. Donc, quand vous dites qu'on est demandé, très demandé, c'est-à-dire les théâtres vous appellent en vous disant régulièrement, j'ai aucun mérite par rapport à d'autres compagnies ou d'autres théâtres, ça se construit tout seul. Il faut avoir des relations et il faut avoir un bon carnet d'adresses. Mais ils m'appellent. Il faut connaître les lieux d'accueil. Il faut connaître les lieux d'accueil. Ça, Olivier, très vigilant. Voilà. Oui, parfois on est demandé dans des théâtres où ça ne convient pas avec ce spectacle-là. Donc il y a une vigilance. Voilà, il y a une vigilance. Mais on est beaucoup plus demandé. C'est beaucoup plus difficile dans le domaine audiovisuel. Là, il faut aller chercher les diffuseurs audiovisuels et les partenaires audiovisuels. Je pense aussi que dans les lieux qui nous accueillent, les directrices et les directeurs en charge de faire une programmation, mis à part des lieux qui sont vraiment que dévolus, par exemple le théâtre émergent, mais sinon ils sont obligés de faire un équilibre entre les compagnies de la région, les gens qui travaillent, etc., les grandes tournées, et puis des valeurs sûres ou pertinentes ou follement belles
qui serait représenté par la Comédie Par la Comédie Française. Française. Voilà, ça permet de construire quelque chose dans une saison. Il n'y a pas si longtemps, Jean Bellorini était encore à la tête du théâtre Gérard Philippe, c'est Julie Deliquet qui vient maintenant, et nous commencions les saisons chez lui parce qu'on reformatait les spectacles que de temps en temps nous n'avions pas joué depuis quelques temps, avec quelques changements de rôle. On commençait là, Ouais, comme le voilà, balade, et donc on commençait le 14 septembre, le 15 septembre, assez tôt, et parce que c'était la Comédie Française, il arrivait à lancer sa saison et avoir des salles remplies. Donc voilà, c'est aussi comme ça que ça se... Guillaume Galliès jouait hors les murs. Est-ce que ça change quelque chose dans votre ouais. contexte au spectacle? C'est hyper important, j'adore ça. Pourquoi? Parce qu'on change de lieu, de volume, d'acoustique, de public. Même si on a un public assez varié, ici à Richelieu ou au Vieux-Colombier, mais quand même, la proportion est toujours à peu près la même. En province, on peut se retrouver avec une proportion qui n'est pas du tout la même. On va se retrouver avec parfois beaucoup plus de scolaires ou parfois beaucoup plus de personnes âgées, ou des profils beaucoup plus divers, et puis des acoustiques, et puis même les équipes de théâtre qui en général font que de l'accueil. Donc on a 30 secondes pour se mettre les techniciens dans la poche parce qu'ils font que de l'accueil. Donc après tout, ils ne vous voient pas le lendemain, donc il faut arriver, bonjour Guillaume, Fifi, bonjour Fifi, c'est son lieu, au mec, à Fifi, donc voilà, c'est lui qui nous accueille. Et c'est lui qui va faire en sorte que ça va bien se passer. Oui, il faut en tenir compte, le public aussi, l'acoustique, moi j'adore ça. J'adore avoir 30 secondes pour mettre Fifi dans la poche, j'adore me lancer et tout d'un coup me rendre compte que le public ou l'acoustique ou je ne sais quoi, c'est un peu différent. Et ouais, j'aime beaucoup ça, ce côté funambule. Après, l'hôtel Mercure, la taverne de Maître Canter et le jingle de la SNCF, c'est pas mon truc. Le service, on parle de ça. Ouais, ça, c'est pas trop mon truc. Mais du moment où je mets les pieds dans le théâtre jusqu'au moment où j'en sors, j'adore. Et c'est totalement différent de ce que vous pouvez vivre ici. Oui. Ouais, vraiment. C'est comme si c'était une autre pièce? C'est comme si vous la redécouvriez? Non, c'est un travail. Ça dépend si c'est seul, si c'est en tournée seul ou si c'est en troupe. Seul, vous vivez à peu près l'opposé de l'expérience que vous vivez ici avec la troupe, sur un plateau de cinéma. Après, moi, j'aime pas jouer seul, mais il se trouve que j'ai aimé quand même les deux projets dans lesquels j'ai joué seul, mais il faut pas que ça dure trop longtemps. Au bout d'un moment, ça me. C'est-à-dire Les garçons aigues-matables, ça, je l'ai joué tout seul, et j'ai recommencé à fumer à cause de ça. Et François Saint-Jongleur. Et vous avez commencé à fumer? Non, là, ça y est, j'ai arrêté. Mais François, mais parce que je suis pas encore repassé par Niort. Mais non, mais François Saint-Jongleur, j'adore le jouer. Mais encore une fois, c'est très différent quand on est en troupe, mais quand même si on est en troupe, c'est pas la même chose parce que, alors là, en troupe, c'est très très joyeux. Et puis là, vous faites les idiots dans les rues après? On dîne, on soupe ensemble, on se retrouve le matin, ça dépend avec qui, mais ou plus tard dans l'après-midi, et puis voilà. Moi, je suis pas du tout. Il y a des anciens, c'est des morts. Vous émergez à 11h du matin et ils ont déjà visité le musée du tire-bouchon, ils sont déjà allés chez le petit chocolatier à côté du libraire, hyper sympa et tout. Moi, ça m'angoisse pas du tout. Moi, je sors pas de l'hôtel, sauf vers les 15h pour retrouver Éric Genovès dans une crêperie et c'est tout. Mais je pense qu'à la présentation, il y a toujours Éric Genovès dans le décor, à chaque fois qu'il y a des émissions. Vous avez des souvenirs épiques de tournées, en France ou à l'étranger d'ailleurs? Plein, mais à l'étranger, qui n'ont pas la même vocation. C'est un accélérateur de connaissances. Tourner. C'est-à-dire entre vous? Oui, entre nous. Parce qu'ici à Paris, lorsqu'on joue, il y a de l'humour éventuellement avant ou après. On se retrouve sur le plateau. Le café sur la place mais on est sollicité par nos amis, chacun, par nos familles, parce que nous avons à faire. Quand on part en tournée, le jingle de la SNCF, on l'attend ensemble. La Brasserie Maître Canter, on y mange ensemble. Les lueurs de l'hôtel, voilà, c'est ensemble. Donc, tu me disais d'ailleurs que ta joie immédiate de te retrouver dans un aéroport
il y a chez les acteurs un ADN voyageur, de toute façon. Même chez les le acteurs choix de la cour du immédiat. français, Bien sûr. vous êtes La plupart. beaucoup occupés à la maison. Mais je viens de tourner avec quelqu'un, c'est le connaître autrement. On revient les tourner avec une connaissance, avec un compagnonnage vraiment augmenté. Et c'est la même chose avec les techniciens. Autant les techniciens ici, parce que ici, les techniciens ils tournent de jour en jour. Il y a des brigades différentes, parce que comme on joue 9 fois par semaine, forcément, ça ne peut pas être les mêmes tout le temps. Donc, on met très longtemps à les rencontrer. On peut mettre très longtemps à les rencontrer. Ceux qu'on rencontre en tournée, c'est immédiat. Parce que c'est souvent les mêmes hôtels, parce que c'est les mêmes. Là, c'est qu'à l'étranger, on s'échange à l'étranger, mais Parce que même quand quand on est c'est à d'autres l'étranger, techniciens, pas ceux de la comédie aussi. française. Mais est-ce que c'est la même vocation, c'est tourner à l'étranger Bien et les sûr. tournées C'est le nationales? rayonnement. Est-ce qu'il n'y a pas C'est le rayonnement. Mais vertu c'est- plus il y a- stratégique dans la tournée à l'étranger, l'expression? Il y a le soft power, Excellence, voilà. il y a une stratégie diplomatique, politique. Nous sommes allés, ça a un peu baissé ces dernières années, mais la stratégie diplomatique est très importante. Quand on est allé avec le précédent bourgeois gentilhomme en Australie, Donc avant 2001? oui, bien en 1988, quelque temps après les incidents, pour parler sobrement, sur le Rainbow Warrior, Oui. et où les relations diplomatiques étaient gelées entre la France et l'Australie. On y revient. Nous avons été dépêchés par le gouvernement Rocard. Ils ont envoyé les acteurs du bourgeois gentilhomme à l'époque pour aller jouer en Australie, pour fêter la comédie française qui était tricentenaire, a fêté le bicentenaire de l'Australie. C'était un peu la revanche de Bougainville sur Cook. Mais voilà, c'est très important. Je suis allé avec Antoine Vitesse chez le pape. On a joué à Castel Gandolfo au Vatican, et la résidence du pape en 88. C'était très important aussi symboliquement. Le mystère Washington. Oui, c'est ça, le Peggy. Et nous avons traversé. J'aimerais bien, moi, Saint-François. Eh bien, pourquoi pas, oui. Saint-François au Vatican. Dario Fo au Vatican, le Nobel. Oui, mais Saint-François, il s'appelle François, il l'a fait exprès. Et on s'arrange. Nous allons parler à. C'est comme ça que vous vous arrangez? Mais oui, non, mais les idées viennent aussi des acteurs, viennent aussi des metteurs en scène, des gens qui ont envie d'aller quelque Quand part vous allez en Grèce, sur d'autres territoires. jouer À Electro-Rest, Épidore. ouais. Voilà, j'avais parlé d'Electro-Rest à Épidore, c'est exceptionnel. On y va pour jouer 2 fois, on transporte la maison sur le dos, là c'est le cas de le dire, c'est très 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 lourd, mais on reconstruit le décor, on y va avec 50 personnes, c'est un grand voyage, comme quand on va jouer à New York, ou qu'on traverse la Russie de la Sibérie à l'Oural, ça c'est fantastique avec le mariage de Figaro, c'est absolument fantastique pendant les années croisées franco-russes, les années culturelles croisées franco-russes. Les bénéfices de cela, Éric Ruff, pour la comédie française, ces grands voyages, deux représentations à Épidore, c'est pour la troupe, c'est effectivement l'image et du soft power, ça sans aucun doute. Là, pour le coup, si on parle d'Épidore, c'est un des lieux les plus anciens de représentation au monde qui accueille pour la première fois la troupe en activité la plus ancienne au monde, dans un festival extrêmement connu, avec un metteur en scène anversois qui vient présenter une pièce de leur répertoire à eux. Donc là, il y a un mélange qui est absolument magnifique et on essaie de cibler au mieux et je pense qu'il y a un grand intérêt. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs que nous étions invités. C'est qu'ils espéraient que ce soit un titre de leur répertoire et ils espéraient évidemment que nous le montions d'une façon absolument autre que la leur. Donc c'est en ça que tout d'un coup les effets de miroir sont absolument magnifiques. Et nous, c'est un montage invraisemblable à faire pour finir par se poser avec un nombre de problèmes qu'on se peut avoir sur un site archéologique, une douche
pour pouvoir ôter de la boue devient extrêmement complexe parce que où va la boue, on ne peut pas là, c'est interdit ici, etc. Donc il y a, en dehors du travail diplomatique, il y a un travail technique absolument incroyable à faire. C'est des challenges dingues. Est-ce que économiquement... Puis pour les acteurs, par exemple, Épidore, c'est une rencontre avec l'archaïque entre ce texte-là, cette mise en scène, et ce lieu, oui. Et la nuit. Et c'est une rencontre inoubliable. Moi, j'étais spectateur, déjà spectateur, je n'oublierai jamais. Mais j'imagine acteur. Ça doit être la résonance, c'est dingue. C'est la vibration, c'est la vie. Jouer en plein air alors qu'on passe 800 présentations. Ouais. Dans ça, on l'a eu à Avignon, par exemple, c'est entre le show et Orange, etc. Mais oui, c'est exceptionnel. Alors, on a déjà parlé ici de l'année Molière et on en reparlera souvent dans les mois à venir, à compter du 15 janvier 2022 jusqu'au 25 juillet. Et pour fêter le 400e anniversaire du baptême du patron, tout ce qui sera produit et diffusé par la Comédie Française concernera Molière, son œuvre, son personnage, tout convergera autour de Molière, la personne et l'œuvre. Guillaume Gallienne, vous annoncez, vous inaugurez presque cette année Molière, cette saison avec un peu d'avance et la diffusion le 14 octobre prochain dans 200 salles Pathé en France et d'autres salles, pas uniquement des salles Pathé, du Malade imaginaire, mise en scène Claude Stratz, donc la version 2000, la mise en scène qui date de 2001. Il s'agit de la 506e, si vous ne le saviez pas, représentation de la pièce dans cette mise en scène. C'est l'un des grands succès de la maison, c'est l'un de vos grands succès aussi. Vous jouez Argan, le malade, un rôle avec lequel vous allez encore cheminer, Guillaume Gallienne, puisque le Malade imaginaire sera repris pour la 14e fois dans cette mise en scène en février 2022. Alors, avant d'expliquer le dispositif mis en place avec Pathé et ses diffusions dans les cinémas de pièces de théâtre, Guillaume Gallienne, au fil des reprises et de votre compréhension, votre appréhension de ce rôle a-t-il changé ? Alors moi, je l'ai juste fait une fois. Enfin, je l'ai fait en 2019 en tournée. On l'a joué 40 fois quand même. Et ensuite, vous l'avez joué à cause du confinement, on l'a juste joué pour Pathé. Donc je n'ai pas repris tant que ça, moi. Il se trouve que j'ai joué le notaire et Florent, je crois, il y a 12 ans. On l'a tellement repris, ce spectacle. C'est le spectacle le plus joué à la Comédie Française. Maintenant, oui. Il a battu le record, oui, c'est le record. Il y a eu le Bourgeois gentilhomme, près de 500 représentations avec Louis Seigné, mais c'est le Malade qui a battu le record. Donc voilà, j'appréhende d'abord, ça va être la première fois que je vais le jouer à Richelieu, puisque le Pathé s'est fait à Marigny. Oui, alors exceptionnellement, cette pièce qui va être diffusée le 14 octobre a été enregistrée, oui. Puisque c'était au moment de la crise sanitaire. Et normalement, on racontera comment ça se passe, mais elles sont diffusées en direct. C'était quand même particulier, vous étiez à Marigny, puisque Richelieu était fermé. Oui, mais moi j'adore cette pièce, j'adore comment Eric nous a fait travailler la reprise, parce que en fait c'est Eric, Julie Sicard qui joue Toinette, et Alain Langlais qui joue Bérald, donc mon frère. Sont les trois historiques. Avoir connu la version originale. Et donc la création, donc la mise en scène, les directions de Claude Stratz, qui malheureusement nous a quittés. Et donc j'ai vraiment aimé énormément ce travail, et puis creuser ce rôle, creuser son écoute, creuser aussi des méandres peut-être plus douloureux, mais aussi drôle, en fait. Sa douleur peut faire rire. C'est une version un peu sombre, parfois, du Malade imaginaire. Un peu crépusculaire, mais où justement, ça n'empêche pas le rire. C'est lui qui s'est emmuré, c'est lui qui est vraiment... C'est un grand malade. Mais justement, la folie devient délirante. Et devient burlesque et tellement la folie maladive de ce bonhomme est forte. Son désespoir est profond, ses peurs sont énormes, et donc c'est irrationnel et en même temps très solitaire là-dedans.
Alors, Pathé, ce partenariat avec Pathé existe depuis combien de temps? Je crois, alors on a fait 10 enregistrements déjà. La saison Molière, on en sera à 14, je crois, et je crois que nous avons commencé à la saison 16-17, il me semble, 2016-2017. Et alors, quel est le format proposé? Quelle est la périodicité? De quoi s'agit-il? On a un peu défloré déjà la chose en expliquant que normalement c'est en direct, et pas en différé. Quel est le principe en fait, la vocation de ce projet? Alors justement, c'est aussi prolonger le rayonnement de la comédie française dans des lieux, dans des cinémas, donc 200 salles. Guillaume a parlé de 200 salles en France. Il y a 50 pays qui diffusent, 50 pays à l'étranger. Donc ça fait 300 salles. À peu près 300 salles. Il y a aussi des diffusions dans les instituts français, dans des salles. On a fait, avec Cyrano de Bergerac, tous les États d'Amérique du Nord, des États-Unis. Nous sommes allés donner avec un sous-titrage grâce à Pathé, un distributeur américain. Beaucoup de villes, on a 70 villes en Russie. On a quelques villes aussi en Grande-Bretagne. Enfin, c'est largement diffusé. Le principe, c'est le direct. C'est 2 à 3 enregistrements par an en direct de la salle Richelieu, la programmation de la salle Richelieu. Et Eric, avec Jérôme Sébou, choisissent les spectacles, tous les deux. Sur quels critères? Alors, plein de critères. Des fois, des critères de risque. Jérôme Sébou nous a suivis sur des programmations qui n'étaient pas simples, avec des grands metteurs en scène. On attendait vraiment que ça fasse quelque chose, mais ce n'était pas forcément des grands titres. Et puis d'autres fois, c'est plutôt des grands titres. Pour le coup, Jérôme Sébou nous suit à chaque fois d'une façon très, très exemplaire et très fidèle. Le principe, c'est vraiment que quelqu'un qui ne peut pas accéder à la salle Richelieu, pour une question de géographie, pour une question d'argent, pour une question de la salle Richelieu est remplie, il n'y a plus de place, ce qui arrive régulièrement, Dieu merci. Et bien, cette personne-là a presque la réalité de ce qu'il aurait s'il était dans la salle Richelieu, parce qu'il rentre dans une salle de cinéma. Il est dans une salle de cinéma avec une communauté de gens qu'il n'a pas choisi, exactement ce qui serait le cas lorsqu'il vient dans le public de la salle Richelieu, et puis il voit le spectacle absolument en direct. Il a en plus des bonus, préparation, etc. C'est-à-dire que l'acteur qui bafouille à la salle Richelieu, devant la France entière. On ne récupère pas cette chose-là. Donc c'est vraiment d'inscrire les gens dans l'émotion la plus proche de celle que l'on a. C'est une responsabilité supplémentaire d'une Gaëlle de jouer devant la salle Richelieu et 300 autres salles. Ah oui, c'est une énorme responsabilité. Il faut être au rendez-vous et il faut être au rendez-vous dans tout ce que ça implique, c'est-à-dire ne pas se planter, certes, mais surtout ne pas se figer, ne pas être scolaire, ne pas être le bon élève. Donc être au rendez-vous. Être au rendez-vous avec ses partenaires, être au rendez-vous ici et maintenant et faire que c'est ici. Alors après, il faut être vigilant. Par exemple, on sait qu'il y a des gros plans. Il faut être vigilant. Si le rôle est un peu grimaçant, on va atténuer un peu. On n'est pas obligé de baver et d'augmenter la grimace ce jour-là, alors qu'on sait qu'il y a l'énorme avantage, c'est que ce sont des captations extrêmement bien réalisées, extrêmement bien faites, où ils ont beaucoup répété avant, ils ont beaucoup vu le spectacle, mais il y a énormément de caméras, donc voilà, il faut faire attention à voilà. On est vigilant, mais il faut quand même se lâcher, il faut être présent, il faut l'inventer, mais avec préparation, il y a un montage qui se fait en direct. Aussi, avec un matériel extrêmement professionnel. On a cette émotion-là, et il est sûr que dans la salle de cinéma, on a droit à des loupes que nous n'aurions pas dans la salle, forcément. Oui, moi, il m'a dit qu'il voyait mes doigts au début, quand je compte à combien de rien, et moi je ne le savais pas. Donc je me suis dit, merde, parce que je me suis coupé les yeux. L'acteur est trismégiste sur ses écrans. Et il est beaucoup plus grand. Et effectivement, la réalisation doit être plus
travailler différemment que pour une captation destinée à la télévision. Mais le principe est vraiment le direct, et ensuite il y a les rediffusions, et ensuite il y a aussi tout le travail avec les scolaires qui les impliquent. Oui, Ce qui est alors, impressionnant, c'est le gros plan quand même, est parfois vraiment impressionnant. Pourquoi ? Magnifique. Ben parce qu'on voit à quel point l'acteur est à 100%. Il y a des gouffres d'âme. Le fait d'être en gros plan, où tout d'un coup il y a juste l'œil. C'est bouleversant parfois, mais vraiment bouleversant. On ressent des choses qu'on ne voit pas forcément parce qu'on découvre le spectacle, parce qu'il y a un tel, parce qu'il y a je ne sais quoi. Donc on ne on ne voit pas quand on est dans la salle. Oui. Mais parce qu'on est plus loin. Et là, Oui, la proximité, et puis aussi parce que le choix du cadre fait que là, vous allez regarder un tel. Ouais. Et c'est vraiment, parfois, vraiment émouvant. Mais est-ce qu'il faut... Pardon, allez-y. Non, ce qui est magnifique, c'est que les salles se font écho entre la salle Richelieu, le rire des spectateurs de la salle Richelieu et le rire des spectateurs de cinéma. Ils se complètent et ils applaudissent. Les gens dans les salles de cinéma sont vraiment à la représentation et applaudissent à la fin de la projection. Ça, c'est très très beau. Oui, il y a une parce que ça nous complicité. gênerait. Non, je rigole. Et il y a une vraie complicité entre la salle Richelieu et les différentes salles de cinéma en France et dans le monde. Est-ce qu'il faut une troupe qui se connaît aussi bien, et une troupe tout terrain, on sait que la troupe de la Comédie Française travaille tellement qu'elle est un peu à part pour que ça fonctionne, pour absorber cette tension, cette difficulté supplémentaire. Oui, pour que ça marche en fait, que ce ne soit pas c'est à nous que une fausse bonne idée. C'est adressé. Non mais il y a ma réponse dans la question, il y a votre réponse dans la question, mais vous n'allez pas dire le contraire, mais c'est vrai qu'il faut quand même une confiance absolue dans une troupe pour pouvoir se lancer dans une aventure comme Il y celle-là. a aussi une difficulté qui se rajoute, c'est que les calendriers du côté de Pathé Live et les nôtres sont quelquefois difficiles à mettre en œuvre parce qu'il y a des vacances scolaires, parce qu'il y a des pics d'intérêt pour eux qui ne sont pas forcément les mêmes que pour nous, etc. Donc il arrive que des comédiens soient filmés à la 5e représentation. Donc au moment où on n'est pas sûr, où on ne maîtrise pas, donc effectivement il faut des fils de ferristes extrêmement... Tu veux parler du Tartuffe ? On peut parler du Tartuffe, par exemple. Est-ce qu'on peut donner la programmation de la saison Molière? Et expliquer. Je parle juste Tu fais aux acteurs du Tartuffe. Je parle juste du Tartuffe parce qu'on pousse le Pathé Live, mais vraiment à son extrême limite, parce que nous allons diffuser en direct la première, le 15 janvier, donc c'est le départ de l'anniversaire, du 400e anniversaire de Molière. Le 15 janvier, on va en direct, les acteurs, ce sera la première fois qu'ils vont jouer pour de vrai, et on va le filmer à ce moment-là, pour faire le Tartuffe ou l'Hypocrite. Voilà, absolument. Et en plus, une version jamais connue, parce que c'est une version qui a été jouée par Molière une fois, qui a été censurée, on dit que c'est la version dite censurée, qui a été totalement reformatée d'une façon scientifique par un historien, voilà. Par Ivo Van Hove. Absolument, c'est Ivo Van Hove qui s'en occupe, donc on fait à la Comédie Française finalement la première représentation comme une création mondiale de cette version-là originelle du Tartuffe. C'est violent, mais bon. C'est un cadeau. Non, mais c'est magique, c'est magique. Ouais, pour les acteurs, c'est quand même très vertigineux. Parce que... Ça veut dire qu'il y a combien de personnes en même temps? 300 salles là, Alors, pour le moment, on a touché 1 demi-million depuis les 10, puisque la 11e, ça sera le 14 octobre. On a touché un peu plus de 500 000 spectateurs. Donc, on peut avoir entre 40 et 60 000 sur la première représentation, la première diffusion. Et ensuite, on va augmenter le nombre de spectateurs. Ils font plusieurs diffusions. Ils font des diffusions à la carte pour les scolaires. Eric a parlé des scolaires. 40% du public sont des scolaires. Pathé Live, une société privée, fait un travail formidable
pour l'éducation nationale, pour les profs et pour les classes, parce qu'ils leur permettent, en demandant des diffusions à la carte, de découvrir les spectacles dans une dans le classe, un cinéma. professeur de français, par exemple, peut demander Absolument. à réserver une séance pour sa classe. Dans Exactement. la salle de cinéma de proximité. Exactement. C'est le luxe. Voilà. C'est Peut-être par génial. le cas quand même. français. Exactement. Accompagné d'un dossier pédagogique que nous faisons en liaison avec Pathé-Live et qui est extrêmement fourni et Je formidable. rappelle quand même que la Comédie Française est sous 2 tutelles, le ministère de la Culture et le L'éducation. ministère de l'Éducation Absolument. nationale. Ça fait partie des missions Oui, que de... c'est très beau de se retrouver missionné par ces deux ministères. Absolument. Alors, dans la programmation, donc le Tartuffe, qui va être un moment épique, et Suivi de l'hommage à Molière, non? suivi de l'hommage à Molière, pour la 400e anniversaire de son baptême, puisque on fêtait les baptêmes. Absolument. Ensuite, ce sera L'Avare, mise en scène par Lille Aubord. Ça, ce sera le 12 avril. Et puis, le bourgeois gentilhomme qui a déjà fait un énorme Un succès. tabac. Un tabac, voilà, dans la mise en scène de Valérie Le Sort et de Christian Heck, qui lui sera filmé en direct le 9 juin. lequel vous officiez. Oui. En tant que maître de philosophie. En tant que Redoutable maître. maître de philosophie. Oh, redoutable, redoutable en Au premier apparence, abord. en apparence, mais après, finalement, il s'avère être un très bon pédagogue. On entend rire. Quel est le public qui vient dans ces cinémas? Vous savez, vous avez une idée Oui, bien sûr. des profils qui vient C'est- voir du théâtre en C'est direct? familial, il y a toutes les générations. Les gens sortent en famille. Alors, je vous ai parlé des scolaires avec leurs professeurs, les élèves, les étudiants avec leurs professeurs. Mais sur les directs, c'est une sortie comme au théâtre, une sortie familiale. Voilà, et les gens qui aiment beaucoup le théâtre, et particulièrement la comédie française. Bien écoutez, merci, je crois que ce sera le mot de la fin. Nous avons passé une bonne soirée tous les quatre, Oui, n'est-ce pas? merci beaucoup. Merci à Bravo. tous. Merci Alors, Arthur. surtout, Merci, Arthur. merci Arthur. Arthur me fait signe parce que j'avais oublié de dire quelque chose de très important, c'est que suite à cette petite émission que nous venons de faire, eh bien, seront diffusées quelques minutes du Malade imaginaire, de la version qui sera diffusée dans les cinémas le 14 octobre. Je vous rappelle que Guillaume Gallienne est actuellement en tournée avec François le Saint-Jongleur de Dario Fo, mise en scène Claude Mathieu, Salle Richelieu en alternance, la comédie musicale, mais quelle comédie de Serge Bagdasarian et Marina Hans, et Les Démons, autre ambiance de Dostoïevski, mise en scène Guy Cassier. Voilà, bonne soirée, merci de nous avoir suivis et bonne semaine avec la Comédie Française. Au revoir. Au revoir. Plus du 24e, un petit clister insinuatif, préparatif et rémolliant pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Ce qui me plaît de monsieur Florent, mon apothicaire, c'est que ses parties sont toujours fort civiles. Les entrailles de monsieur Transol. Oui, mais monsieur Florent, ce n'est pas tout que d'être civil, il faut être aussi raisonnable et ne pas écorcher les malades. 30 sols, un lavement, je suis votre serviteur, je vous l'ai déjà dit. Vous ne me les avez mis dans les autres parties qu'à 20 sols. Et 20 sols en langage d'apothicaire, c'est-à-dire 10 sols. Les voilà, 10 sols. Plus du 10 jours, un bon clister détersif composé avec catholicon double, rhubarbe, miel rosa et autres suivant l'ordonnance pour balayer, laver et nettoyer le bas-ventre de monsieur 30 sols. Avec votre permission, 10 sols. Plus du 10 jours le soir, un julep hépatique, sophoratif et somnifère composé pour faire dormir monsieur 35 sols. Je ne me plains pas de celui-là, car il me fit bien dormir. 10, 15, 16, 17 sols et 6 deniers. Plus du 25e, une bonne médecine purgative et corroborative composée de casses récentes avec Séné-Levantin et autres, suivant l'ordonnance de monsieur Purgon, pour expulser et évacuer la bile de monsieur. 4 livres
Oh, monsieur Florent, c'est se moquer. Il faut vivre avec les malades. Monsieur Purgon ne vous a pas ordonné de mettre 4 francs. Mettez 3 livres, s'il vous plaît. 20 et 30 sols. Plus du 10 jours, une potion anodine et astringente pour faire reposer monsieur. 30 sols. Bon, 10 et 15 sols. Plus du 26e, un clister carminatif pour chasser les vents de monsieur. 30 sols. 10 sols, monsieur Florent. Plus le clister de monsieur réitéré le soir comme dessus. 30 sols, monsieur Florent. 10 sols. Plus du 27e, une bonne médecine composée pour hâter d'aller et chasser dehors les mauvaises humeurs de monsieur. 3 livres, 20 et 30 sols. Je suis bien aise que vous soyez raisonnable. Plus du 28e, une prise de petit lait clarifié, édulcoré, pour adoucir, lénifier, tempérer et rafraîchir le sang de monsieur. 20 sols, 10 sols. Plus une potion cordiale et préservative composée avec 12 grains de bézoard, sirop de limon et grenade et autres, suivant l'ordonnance. 5 livres. Oh, monsieur Florent, tout doux, s'il vous plaît. Si vous en usez comme cela, on ne voudra plus être malade. Contentez-vous de 4 francs. Oh, 20 et 40 sols. 3 et 2 font 5 et 5 font 10 et 10 font 20. 60 et 3 livres. 4 sols et 6 deniers. Si bien donc que ce mois-ci, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 médecines et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lavements. Et l'autre mois, il y a eu 12 médecines et 20 lavements. Je ne m'étonne plus si je ne me sens pas si bien ce mois-ci que l'autre. Je le dirai à monsieur Purgon afin qu'il mette ordre à cela. Allons, qu'on monte tout ceci. Il n'y a personne. J'ai beau dire, on me laisse toujours seul. Pas moyen de les arrêter ici. Ils n'entendent point et ma sonnette ne fait pas assez de bruit. Drelin, drelin, drelin. Point d'affaire. Drelin, drelin, drelin. Ils sont sourds. Toinette. Drelin.